Chris, ça tourne là. C'est bien vrai. Bienvenue sur Conte Fécond. Est-ce que vous avez déjà chatté sur Internet en vous disant qu'il y avait quand même de drôles de phénomènes sur la toile? Eh bien justement, on va parler de ça aujourd'hui et on va parler des pires. Parce qu'on est allé dégoter des témoignages vraiment insolites et même effrayants qu'on a récupérés notamment sur Reddit. Plus la peine de vous présenter le site, c'est une vraie mine d'or pour trouver des histoires bien glauques et qui sont apparemment vraiment arrivées à des gens. Et comme sur Conte Fécond, j'aime bien immerger à fond dans l'ambiance, comme ces gens en fait, ils ont raconté leur histoire sur le forum Reddit, on a rajouté des voix off au tournage pour que ce soit plus dynamique, vous voyez, et que ce soit un peu plus vrai. Et pour cet épisode, je vais parler de rencontres cheloues avec des amis d'internet. En fait, ce genre d'amis qu'on aurait préféré vraiment ne jamais rencontrer. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que l'héroïne de mon roman juste ici, qui vient de sortir en librairie dans toute la France, l'héroïne du coup s'appelle Ariane et elle est confrontée, elle aussi, à une drôle de rencontre sur internet. En fait, c'est un roman illustré, vous voyez, il y a des illustrations absolument partout, ou presque, avec une bande son en fait que vous pouvez avoir aussi à côté et qui va vous accompagner sur tout le roman. Voilà, j'ai créé une application en fait où vous avez à peu près 200 musiques. Ça c'est l'application musicale, vous voyez, et donc du coup, c'est comme une sorte de playlist. Le début du chapitre. Et voilà, en fait, vous avez plein de musiques en fait qui vont vous accompagner dans votre lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que l'héroïne Ariane en fait va rencontrer un très célèbre YouTuber qui vient d'atteindre 10 millions d'abonnés et qui va mener une expérience sensationnelle avec l'un ou l'une de ses abonnés. Et il se trouve que Ariane va passer 2 auditions, elle va le rencontrer, elle va acquérir un mystérieux médaillon. Et donc, elle va enquêter par rapport à ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est justement la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Si le roman vous intéresse, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Dans la première histoire, nous allons parler d'une étrange femme qui dit avoir 17 ans alors qu'elle ne les fait pas du tout. Dans la seconde histoire, il sera question d'un mec un poil oppressant qui a un goût pour les photos creepy. Et dans la troisième, je vous raconterai une incroyable histoire d'amour pleine de rebondissements et pleine de mythos. Et tout ça, ce sont des rencontres à partir d'internet, donc vous avez compris. En tout cas, si vous avez déjà rencontré un mec ou une meuf chelou sur un forum ou un site de discussion, une appli, croyez-moi que vous allez vite relativiser. Et je commence tout de suite avec l'histoire de Corézor, ou plutôt du coup son vrai nom Jim. Et du coup à l'époque, Jim en fait c'est un jeune homme timide qui voulait juste se faire des amis quoi. Mais sa rencontre avec Sarah va clairement le refroidir. L'histoire se passe donc en 2003 et Jim a tout juste 15 ans. Je vis dans une petite ville, je suis un ado timide, je suis enfermé sur moi-même et je passe mon temps sur internet pour essayer de rencontrer des gens. Et donc à l'époque, il utilise l'application ICQ, que je ne connais absolument pas, et qui serait une sorte de messagerie instantanée qui était très populaire à l'époque, quoi. Un peu comme MSN, quoi, vous voyez. Mais en l'occurrence, ça ressemblait pas mal à WhatsApp niveau visuel. Et du coup, ce cher Jim peut passer la nuit entière à ajouter de nouvelles personnes et discuter avec elles en les géolocalisant pour avoir davantage de proximité et peut-être un jour rencontrer une de ces personnes. Et donc, à un moment, il finit par rencontrer Sarah qui a 17 ans. J'étais super content parce que tout était super naturel avec elle. Mais je me suis demandé pourquoi je l'avais jamais vue dans mon école ou dans les environs. Et là, Sarah lui répond qu'en fait, elle va à l'école chrétienne de la ville, qui est un peu plus éloignée forcément du patelin où lui il vit quoi. Et donc c'est pour ça qu'il ne l'a jamais vue. Et puis voilà, ils discutent, machin, tout se passe bien, le temps passe, et Jim finit par avoir son numéro de téléphone personnel pour parler directement avec elle en dehors de l'application ICQ quoi. Et un soir, elle propose qu'on se rencontre. Sur le moment, ça me fait plaisir. Donc j'accepte. Là j'ai envie de dire yes, enfin, Jim ira passer l'après-midi chez elle pour traîner et puis pour regarder des films. Et donc cool, il attend ce moment avec impatience. Et puis, le jour J, Jim se rend à l'adresse donnée par Sarah et il s'y rend en vélo, quoi. Je vous rappelle quand même, du coup, c'est un petit bled, du coup, voilà, ils sont pas censés habiter très très loin. Et puis, voilà, au bout d'un moment, voilà, il pédale, et quand il arrive sur place, Jim, là, est un peu surpris, parce que, vraiment, l'immeuble dans lequel se trouve Sarah est tout petit. Là, il se dit, mais comment Sarah, elle pourrait vivre là-dedans? Elle et sa famille, parce que, elle a 17 ans, quoi. Il y a des gens qui vivent avec elle, logiquement. Mais bon, ça l'inquiète pas plus que ça, et puis, il monte quand même. Et là, il frappe à la porte. Et à ce moment-là, la femme qui m'ouvre, elle ressemble pas du tout à Sarah. Je savais que c'était elle, mais elle avait pas du tout 17 ans. Je pense qu'elle avait au moins une trentaine d'années. Je le précise, il n'y avait pas de photo, du coup, il ne savait pas à quoi s'attendre. Et elle lui plaît tout à coup beaucoup moins, quoi. Mais bon, même s'il est un peu déçu, Jim rentre quand même dans l'appartement, qui a un petit studio d'une seule pièce. Donc voilà, la déco que j'ai mis, honnêtement, est quand même beaucoup trop chaleureuse pour l'histoire qui s'y déroule en vrai, mais vous avez un peu l'idée, et puis il y a un canapé. Je suis hyper mal à l'aise. Je vais m'asseoir sur le canapé. Là, elle me demande si je veux boire un truc. Je lui réponds, de l'eau. Sauf que là, elle me sert un verre de vin.
Je suis super nerveux. Et du coup, ce sera un verre dans lequel Jim ne boira jamais. Bon, il a 15 ans, l'alcool, c'est pas autorisé. Enfin bon, c'est quand même spécial. Et là, à ce moment-là, Sarah va vers la télévision et puis elle lance le film qui est un dessin animé, Le Monde de Nemo. En précisant que c'est une version craquée par son frère. Là, du coup, l'ambiance devient de plus en plus chelou. Qu'est-ce qu'il fout à regarder un dessin animé? Je vous le dis, Jim est super nerveux et Sarah finit par le rejoindre sur le canapé en s'asseyant très proche de lui. Je trouve ça très étrange. Du coup, je décide de m'asseoir par terre, le dos contre le canapé. Et là, elle se met derrière moi sur le canapé et elle commence à me masser. En lui disant qu'elle est vraiment douée pour ça et qu'elle peut lui faire du bien. Là, Jim, il se décolle d'elle du coup, en lui faisant bien comprendre qu'elle n'est pas obligée de faire ça, que ça va, il a pas mal au dos et qu'il va bien. Tout est clean, ça va madame, merci. Là, quand même, il se dit, c'est quand même un peu trop chaud et donc il décide alors du coup de s'en aller. Et sur ces bons mots, en fait, Sarah commence clairement à lui faire du rentre-dedans en lui disant, mais non, mais t'inquiète, tu peux rester la nuit, tu sais, j'ai jamais eu de mec dans mon lit, viens. Et du coup, lui, il commence à prendre ses affaires, à se barrer, mais Sarah est de plus en plus insistante, tout en lui faisant des propositions assez équivoques, quoi. Et là, elle se rapproche de moi, et elle commence vraiment à me draguer. Elle devient de plus en plus insistante, avec des propositions très équivoques. Elle me touche le visage, le bras, le ventre, bref, elle me lâche pas. Sauf que à l'époque, Jim, je vous le dis, il a 15 ans et il est encore vierge. Et il se dit qu'il a clairement pas envie de perdre sa virginité comme ça, avec une meuf assez bizarre. Et donc, il prend quand même la décision de s'en aller. Et puis, les jours suivants, Jim reçoit des messages d'excuses où Sarah lui dit qu'elle est désolée. Bon, au début, lui, il ne veut pas répondre, mais comme elle insiste beaucoup, Jim finit par lui demander pourquoi elle a menti. Pourquoi elle dit avoir 17 ans. Elle me répond qu'elle est désolée, qu'elle a du mal à se faire des amis et qu'elle a beaucoup de mal avec les gens de son âge. À ce moment-là, je me sens coupable. Il se dit, oh putain, la pauvre, elle est toute seule, ça me rappelle moi et tout. Et donc, il décide de retourner la voir pour qu'ils en discutent en face. Et là, quand il va de nouveau chez elle, il est accueilli par elle, mais aussi par les parents en fait de Sarah, qui eux de leur côté sont persuadés que Jim est en réalité le petit ami de Sarah. Sarah me saute dessus pour m'embrasser, et ses parents sont trop contents de me voir. Et ils disent qu'ils sont ravis de me rencontrer enfin. Là, je suis en panique. Sarah a dû dire à ses parents que en fait c'est son petit ami, et donc pas de problème, elle a le double de son âge, je vois pas où est le souci quoi. Je vous le dis, mais Jim il est quand même en panique, et il cherche une solution pour s'en aller. Et donc il comprend que les parents de Sarah étaient juste de passage pour récupérer des affaires chez leur fille. Et il décide donc d'aider les parents à charger leur voiture, et il en profite aussi pour aller se barrer. Bon, suite à ça, Jim recevra encore quelques messages de Sarah auxquels il ne répondra plus. En vrai, qui sait ce qui aurait pu se passer si Jim était resté là-bas, s'il avait accepté la couchette de Sarah. Aujourd'hui, il a plus aucune nouvelle d'elle, ce qui l'arrange d'ailleurs. Et on comprend pourquoi. Histoire bien bizarre quand même. Et c'est assez intéressant parce que ça arrive souvent à des filles d'être beaucoup plus jeunes qu'un homme un peu louche qui veuille coucher avec elle. Mais du côté d'un garçon, on l'a beaucoup moins vu et c'est ça que je voulais mettre un peu en relief quoi. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui doit être soulagée de plus avoir de nouvelles de son ancien ami d'internet et c'est Aran Dunpwick, ou plutôt du nom qu'elle préfère utiliser qui est Deborah, et qui a clairement dû être traumatisée pendant son voyage scolaire. Bien, comme on va pas changer une équipe qui gagne, Deborah, elle a aussi 15 ans au moment de son histoire. Et sachez d'ailleurs qu'elle est compatriote française. Et là, vous vous dites, mais comment tu sais qu'elle est française? En fait, parce que Deborah, elle n'aime pas du tout le contact physique. Et tu te dis, mais c'est quoi le rapport avec le fait d'être français? Vous le savez, les Français, ils ont l'habitude de faire la bise quand ils disent bonjour à d'autres personnes. Et du coup, contact physique, ultra désagréable pour elle. Et ça, c'est typique de la France. Tu vas faire ça à un Américain ou à un Japonais, il va être choqué, quoi, tu vois. Bref, elle aime pas le contact. Et elle est française. Deborah est très introvertie. Un peu comme Jim de la première histoire. Et donc, je sais pas si elle est agoraphobe, mais en tout cas, elle a quand même peur de la foule. Ce qui lui fait d'ailleurs un point commun avec Ariane, qui elle aussi est assez introvertie. D'ailleurs, voilà, je le précise. Alors à l'époque, mes parents, ils m'interdisaient de m'inscrire sur les réseaux sociaux habituels, genre Facebook, Instagram et compagnie. Et du coup, moi, je me suis inscrite sur Discord, où là, j'ai intégré un serveur avec des gens plutôt sympas. Et c'est là qu'elle rencontre l'administrateur qui s'appelle Baptiste. Je me souviens que je me sentais hyper privilégiée d'avoir ce lien particulier avec lui, parce que déjà, il était plus vieux que moi, et surtout parce que on se confiait beaucoup l'un à l'autre. Et j'aimais beaucoup notre relation. Je précise, Baptiste, lui, il a 20 ans. Et il se trouve qu'un jour, Deborah apprend qu'un voyage scolaire est organisé dans la ville où vit Baptiste. Elle se dit, putain, chouette, c'est l'occasion rêvée de le rencontrer.
Donc du coup, je lui envoie tout de suite un message et je lui propose qu'on se rencontre pendant les 15 minutes de temps libre qu'on aura à la fin de notre visite. Voilà, les 15 minutes à la fin de la visite touristique. Et là, Baptiste lui dit, trop cool, ça me convient, on fait ça. Ils échangent alors leur numéro de téléphone et Baptiste envoie alors une photo de sa tête à Déborah, en lui précisant que la photo date un petit peu. Et là, en fait, malgré l'inquiétude de ses potes, trouve c'est pas très sécure en fait de rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu encore. Déborah, elle est impatiente de le voir parce qu'elle s'entend bien avec lui et donc ça ne peut que bien aller en fait s'ils se rencontrent en vrai, tout simplement. Et donc le jour J, Déborah est dans le bus avec ses camarades de classe. Elle est plutôt sereine et en même temps impatiente. Vous voyez ce sentiment un peu contradictoire. Et à ce moment-là, je reçois un message de Baptiste et il me demande une photo de moi pour qu'il puisse me reconnaître en fait quand il sera en face de moi. Et là, j'avoue que ça commence à me mettre un peu mal à l'aise. J'aime pas trop l'idée qu'un mec que j'ai jamais vu en vrai, il ait une photo de moi. Donc forcément, je refuse. Mais elle lui dit quand même que comme elle est frileuse, ce sera sans doute la seule meuf en manteau et avec une écharpe de la ville. Alors que en vrai, il fait plutôt beau. Et finalement, elle arrive sur la place et là, Déborah reçoit un SMS étrange de Baptiste. En fait, ce message, c'est une photo d'elle de dos avec un message trouvé avec un petit smiley. Donc là, forcément, je suis en panique. Je suis pas bien du tout. Et par réflexe, je me retourne pour voir s'il est derrière moi. Je vois qu'il y a absolument personne derrière moi. Et là, en fait, elle est assez stressée puisqu'elle se dit mais comment en fait il m'a trouvé? Il n'est pas censé en fait me repérer aussi vite. La ville n'est pas non plus immense, mais il n'est pas censé savoir ce que Déborah est censée faire en fait lors de sa visite. Parce que là, je le précise, c'est pas la fin de la visite. Là, elle est qu'encore dans la visite. Et du coup, elle lui répond par message ah ouais, c'est moi, mais on se verra après la visite. Sauf que quelques minutes après, elle reçoit une nouvelle photo d'elle de dos. Et là, son anxiété monte en flèche. Et puis, au bout d'un moment, pendant la visite, elle va finalement l'apercevoir sur un banc en train de manger une glace. Du coup, je me suis dit que j'allais désamorcer la situation et lui envoyer aussi une photo de lui en lui disant « Vu ». Et comme réponse, il lui envoie une troisième photo, toujours d'elle et toujours de dos. En tout cas, la visite continue et pendant un petit moment, Déborah ne reçoit plus de message. Bon, là, elle se sent un peu soulagée. Elle se dit que il s'est raisonné et qu'il a compris qu'en fait, il faisait un truc qui n'était pas très net. Sauf qu'en fait, Baptiste est vraiment pas loin. En fait, il s'était littéralement incrusté dans mon groupe de classe. Surtout que, en fait, plus je le regarde, plus je me rends compte qu'il est bien plus âgé que ce qu'il m'avait dit. Et qu'il a au moins 25 ans, alors que moi, j'en ai 15, on a 10 ans de différence. Probablement autour des 25 ans, alors qu'elle, elle en a 15. Je le rappelle, sur le forum, il avait bien dit qu'il avait 20 ans. Donc là, j'avoue, j'ai super peur et je croise les doigts pour que les profs le remarquent et lui disent de s'en aller, parce que je commence vraiment à paniquer. Sauf que Baptiste, il est toujours là, il continue la visite avec nous, il arrête pas de me fixer du regard et je suis vraiment pas bien. Et puis après un long moment, ce cher Baptiste se fait envoyer balader par les profs et Déborah peut finir la visite tranquillement. Enfin, ça c'est ce qu'elle croit. Bon, à ce moment-là, Déborah pense qu'elle est libérée et elle profite de son petit quart d'heure de temps libre avec ses amis. Parce que oui, je vous le dis, mais elle a même plus envie de le voir en fait à ce moment-là. Et là, je reçois un texto de Baptiste qui m'explique qu'il s'est fait têche par mes profs et qu'il est rentré chez lui. Et il me demande à quel moment on va pouvoir se revoir. Là, Déborah, elle réfléchit, elle change de tactique, elle décide de le ghoster. Voilà, elle ne lui répond plus. Sauf que en marchant dans la rue, elle se retrouve nez à nez avec lui, comme s'il l'attendait. Donc là, forcément, moi, je suis en PLS, je suis vraiment pas bien. Je me sens paralysée, j'arrive plus à bouger. Surtout qu'à ce moment-là, Baptiste, il fait un truc que je déteste, c'est qu'il se montre super tactile avec moi. Il commence à me faire des câlins, à me faire la bise. Heureusement, Déborah est pas seule à ce moment-là, elle sortait d'un magasin et il y a un pote d'elle qui va s'interposer et qui commence à la prendre par la taille, comme pour montrer à Baptiste que c'est son copain et qu'il doit pas être trop tactile avec elle. Évidemment, vous avez compris, c'est un stratagème en fait pour éloigner ce Baptiste. Et là, en fait, Baptiste, il se laisse pas décontenancer, il propose à Déborah et à ses potes d'aller dans un bar et de leur offrir de l'alcool. Là, les copains de Déborah s'interposent en lui disant que non, c'est pas possible, ils sont mineurs, 15 ans, je rappelle, mais quand même, ils finissent par l'accompagner dans le bar. Et là, je me retrouve dans une situation hyper gênante parce que moi, faut vous imaginer que je suis assise avec mes amis à une table de 4 et en fait, Baptiste, il est juste derrière moi, dans mon dos, tout seul à une table et à ce moment-là, il arrête pas de me poser des questions hyper intrusives du style est-ce que t'as un mec, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, enfin, ce genre de questions auxquelles t'as pas du tout envie de répondre. Et puis finalement, Déborah et ses potes réussissent à s'en aller en prétextant qu'ils doivent retrouver leur professeur. Et avant qu'elle parte, Baptiste la récupère en vol et lui dit qu'il a adoré ce moment et qu'il compte bien aller la revoir chez elle quand il en aura l'occasion.
En tout cas, depuis cet épisode, Déborah a complètement bloqué Baptiste de tous ses réseaux et elle n'a plus repris de nouvelles. Bon, faut quand même vous le dire, mais elle est restée assez traumatisée par cet épisode, à tel point qu'elle a développé une phobie sociale. On espère en tout cas aujourd'hui que ça va beaucoup mieux pour elle, surtout que ça doit pas être simple comme première expérience de vie avec les garçons. Et justement, en parlant de traumatisme, le protagoniste de notre dernière histoire, qui s'appelle Saucivarius et qui s'appelle Elliot en vrai, eh bien lui, il a vécu un épisode tout à fait terrifiant. Bon, aujourd'hui, Elliot a 28 ans. Mais à l'époque des faits, il en avait juste 16. Et il vivait du côté des Appalaches, qui sont en fait des montagnes dans l'est de l'Amérique. Vous voyez, c'est la carte, hop, c'est juste là. Et en fait, à cette période-là, Elliot est plutôt introverti et il n'a pas beaucoup d'amis. J'ai l'impression que c'est récurrent. Bon, après, c'est vrai que quand on est isolé, que du coup, on est un peu, justement, en demande d'amitié, on peut plus facilement tomber, en fait, dans des bourbiers, on va dire. Bon, il n'a pas beaucoup d'amis quand même, mais il en a quelques-uns. Mais par contre, c'est quand même plus compliqué à la maison avec ses parents. Je venais de faire mon coming out, ils l'ont très mal pris, ils m'ont viré de la maison plusieurs fois. J'ai sombré dans la dépression, l'alcool et la drogue au point où j'en ai fait une overdose. Le fait d'être homosexuel, apparemment, c'était pas ce qu'il projetait sur lui. Bon, heureusement, aujourd'hui, Elliot précise que ça va beaucoup mieux avec ses parents et qu'il leur a pardonné leur comportement. Mais bon, tout ça pour dire qu'à l'époque, c'était super tendax. Et donc, bref, quand Elliot a 16 ans, il sent qu'il y a quelque chose qui manque à sa vie et il veut trouver l'amour. Du coup, je me décide à créer un compte MySpace et je tombe rapidement sur le profil de Jacob, un garçon très très beau qui vivait dans le Maryland, donc à quelques heures de chez moi. Là, il a un coup de cœur et lui envoie directement un message. Suite à ça, Jacob lui répond rapidement. Voilà, il a l'air sympa, ils ont plein de points communs, et donc le coup de cœur est réciproque. Et puis, au bout d'une semaine, à parler non-stop virtuellement, au point qu'en fait, ils se disent en couple, Jacob décide de présenter tous ses potes à Elliot via une grande conversation virtuelle. Et il faut savoir que dans la conversation, il y a plus d'une dizaine de personnes. Et il y en a certains qui appartiennent à un gang assez connu qui s'appelle les Élites. Et si la plupart d'entre eux sont assez safe et ils passent juste leur temps à boire et à fumer de l'herbe ensemble, il y en a d'autres qui sont impliqués dans des histoires un peu étranges et qui peuvent se montrer un peu violents. Et dans cette conversation, Elliot finit par rencontrer aussi Jodie, qui est une fille plutôt cool, intelligente et avec le même humour que lui. Et très vite, Elliot devient super pote avec elle. Et ils s'appellent régulièrement, et alors ça devient sa nouvelle confidente. Sauf que je précise que dans cette conversation, il y a aussi une autre personne. Et cette personne, c'est Zachary, qui est l'ex-petit copain de Jacob. Autrement dit, l'ex du copain actuel d'Elliot, parce que les gars, ils se sont mis en couple, ils sont pas vus, mais voilà. Il y a un petit problème là-dedans, c'est que Zachary, c'est un mec super doux, très calme, attentionné, et qui fait de la musique. Plus je parle avec Zachary, plus je m'attache à lui. Donc je décide d'être honnête avec Jacob et de lui révéler ce que je ressens pour son ex. À la grande surprise d'Elliot, Jacob prend bien les choses et il leur souhaite tout le bonheur du monde. Ok. Bizarre quand même, bizarre. Bon, et suite à ça, Elliot commence à sortir, toujours virtuellement, avec Zachary. Et tout se passe bien. En fait, l'essentiel de leur conversation se fait par message, mais ils s'appellent aussi de temps en temps. Par rapport à ça, Elliot est toujours proche de Jodie, vous savez, avec qui il parle de tout et de rien et où il raconte tout. Sauf qu'en réalité, du coup, Elliot apprend de la part de Jodie, qui est un peu sa messagère, que Jacob a pas du tout accepté cette romance entre Elliot et du coup Zachary, et du coup il se montre jaloux. Il n'hésite pas à le capturer et à l'emmener dans des lieux inconnus pour lui faire peur et l'intimider. Là, Elliot, tout seul chez lui, il se sent impuissant car il n'est pas dans la même région que son nouveau amoureux. Et puis finalement, le temps passe et 1 an après, Elliot a alors 17 ans et il est toujours en couple avec Zachary. Et il est toujours très pote aussi avec Jodie. Et un soir, Jodie m'appelle en larmes et elle m'explique que Jacob a vraiment pété un câble et qu'il a embauché quelqu'un du gang pour aller tuer toute ma famille. Waouh. Là, très calme, Elliot demande à Jodie depuis combien de temps le tueur est parti de Maryland. Elle lui répond que ça fait 1 heure. Donc voilà, il fait le calcul, et Elliot comprend en fait qu'il lui reste à peu près, on va dire 4-5 heures pour se préparer. Et se tailler fissa quoi. Et là, je décide d'aller chercher un fusil chez un copain à moi. Voilà, je rappelle, on est aux États-Unis, voilà les flingues, c'est comme ci, comme ça quoi. Et quand la voiture du gars arrive, je décide de tout jouer au bluff et de le menacer avec mon arme en lui disant qu'il a 5 secondes pour se décider entre retourner très vite chez lui ou que je lui explose le cerveau. Là, le tireur s'en va en rigolant. Et là, cette fois-ci, c'est sûr, Elliot en a marre et il veut rencontrer Jacob dans le Maryland pour mettre fin à toute cette histoire. Donc je monte un plan avec Jodie et d'autres membres du gang et je prépare ma venue dans le Maryland. Quand j'arrive sur place, Jodie elle m'accueille avec des nouvelles pas ouf. Et elle lui dit que quelqu'un du gang a balancé leur plan et Jacob a pu prendre la fuite. Comme Jacob devait être très énervé d'apprendre le plan, peut-être qu'il pourrait se venger et s'en prendre à Zachary. Mais heureusement, il se trouve que Zachary aussi a pris la fuite.
À ce moment-là, j'étais assez soulagé et en même temps, je commençais à me poser des questions. À chaque fois que je venais sur place, c'était impossible de rencontrer Jacob ou Zachary. Et la seule personne que je voyais, c'était Jody. Est-ce que c'était juste une coïncidence? Donc bon, j'ai commencé un petit peu à enquêter. Au fur et à mesure de ses recherches, eh bien, il finit par découvrir que Jody a créé plus d'une douzaine de profils ultra complets sur Internet, notamment ceux de Jacob et de Zachary. C'était ultra précis, il y avait des photos, des descriptions entières, ils avaient chacun leur personnalité, bref, c'était comme des personnages de roman. En découvrant cette vérité, Elliot décide de confronter Jody et de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et elle m'a juste répondu en riant que c'était une blague qui avait mal tourné et qu'elle avait prévu de tout me raconter mais qu'elle n'avait pas eu le courage. Voilà. Et puis, elle précise aussi qu'elle avait payé des acteurs pour incarner Jacob et Zachary au téléphone, ainsi que le tireur. Vraiment histoire d'aller jusqu'au bout de la blague, quoi, qui est vraiment de meilleur goût. Alors voilà, comment vous dire que Elliot est resté complètement traumatisé de cet épisode. Vraiment, en fait, du coup, d'être rentré complètement dans quelque chose qui était fake de bout en bout et d'y croire avant de se rendre compte que justement c'était complètement un écran de fumée. Ça a dû être un sentiment super spécial. Surtout que, je précise, mais toute cette histoire dure quand même 2 ans. C'est super long. Heureusement, bon, il s'est reconstruit depuis et il en a fait une force. Et même s'il a encore des difficultés à faire confiance aux gens, à cause de ça, Elliot a appris à s'aimer et à se sentir beaucoup mieux. Vous, en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de ces histoires cheloues sur le web? Lesquelles, d'ailleurs, des 3 est votre préféré, on va dire? En tout cas, c'est hyper intéressant de voir que, il y a des points communs avec, justement, ce roman que j'ai écrit et qui m'a mis plus d'1 année. J'ai totalement écrit moi-même, du coup, il y a 500 pages, du coup, très bel objet, du coup, c'est avec les éditions First. En tout cas, Ariane elle-même, du coup, dans le roman, il se trouve qu'elle a 17 ans aussi, elle est en dernière année de lycée, et elle a une vie un peu particulière puisque elle a des difficultés, en fait, à vivre avec sa mère, des difficultés au point, en fait, que du coup, elle a décidé de dormir dans la niche du chien dehors, et le chien, lui, de dormir dans la maison. Mais ça va, elle a aménagé quand même, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cosy, c'est une niche, mais ça va. Donc voilà, elle suit ses cours au lycée, et il se trouve qu'elle rêve d'une vie un peu plus palpitante. C'est une fille un peu particulière aussi, du coup, introvertie, comme vous l'avez pu le voir, comme avec les 3 personnages du jour. Et il se trouve que, comme je vous le disais au début, lorsqu'Orion lance une vidéo pour ses 10 millions d'abonnés et dit, tiens, passez par le lien en description pour participer au concours qu'il organise, Ariane, elle se rue dessus, elle remplit tout, machin, et il se trouve qu'elle est sélectionnée. Elle se rend sur Paris pour passer les auditions. Les choses se passent clairement pas comme prévu. Elle finit par voir Orion, elle finit par acquérir un mystérieux médaillon. Si vous voulez découvrir la suite, vous avez juste à vous procurer ce petit bouquin que je suis ravi d'avoir écrit. Ça peut caler des meubles. Des bons meubles, parce que c'est vraiment le pied, il y a vraiment un problème, du coup, d'épaisseur. En tout cas, voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et qu'on pourra faire plein d'autres épisodes sur le sujet. Et moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas, dans une prochaine vidéo. À plus.